Les nouveaux exploits du Mouron rouge de la baronne Emuska Orczy. Édition 1908. Chapitre 1er. Regard en arrière. La pièce, éclairée par un seul flambeau dont la flamme capricieuse projetait sur les murs les ombres fantastiques, était sombre et d'aspect lugubre. Ce boudoir de petite dimension avait été jadis le sanctuaire de l'altière Marie-Antoinette, et il semblait qu'un parfum à peine perceptible, un fantôme de parfum, fût resté attaché aux boiseries ternies et aux tapisseries lacérées. Partout des traces de destruction rappelaient les journées d'émeute où la populace déchaînée avait envahi les Tuileries pour crier sa haine à l'Autrichienne. Les sièges rangés le long des murs étaient tous plus ou moins mutilés, et le crin s'échappait par touffes de leurs coussins de brocart. Plusieurs fauteuils présentaient à leur dossier la même plaie béante. Des patriotes en avaient arraché un motif de décoration, couronne ou fleur de lys, dont la vue ne se pouvait plus supporter. Les mêmes patriotes, sans doute, avaient extrait de leur lit d'écailles les incrustations d'argent du petit guéridon de boulle et cassé à coups de marteau le chiffre de la reine surmontant la glace de Venise. Au travers d'un charmant médaillon de boucher, représentant Diane et ses nymphes, une main brutale et malhabile avait griffonné au charbon « Liberté, égalité, fraternité ». L'heure était avancée. Les bruits de la grande ville n'arrivaient dans ce coin écarté des Tuileries que comme un faible et lointain écho. Devant la table qui supportait le flambeau, deux hommes étaient assis. La lumière vacillante de la bougie éclairait en plein les yeux verts, les pommettes saillantes de l'élégante coiffure poudrée de Robespierre, ainsi que le visage pâle au regard de furet du citoyen Chauvelin, l'ex-ambassadeur de la République, auprès de la cour d'Angleterre. À en juger par leur air préoccupé, l'affaire dont ils s'entretenaient était grave. Peu de jours auparavant avait eu lieu l'émeute du 6 Vendémiaire, manifestation populaire aussi brève que soudaine. Durant toute la nuit, une foule en effervescence avait parcouru les rues de Paris en réclamant à grands cris les têtes des deux traîtres de marque, un député à la Convention, Paul de la Tour, et la fille d'un comte, Juliette de Marny, que le tribunal révolutionnaire avait condamnée à mort. Le jour venu, plus trace de manifestants. La pluie avait eu raison de leur ardeur, mais chose curieuse, les deux condamnés avaient également disparu, littéralement escamotés pendant le trajet du palais de justice à la prison du Luxembourg, grâce à un coup de main d'une audace inouïe. Au comité de salut public, où de la Tour comptait plusieurs ennemis, l'émotion fut d'autant plus vive que, presque en même temps, un message de Rouen apportait la nouvelle que l'abbé du Ménil, le chevalier d'Aigremont, sa femme et ses enfants venaient de s'échapper miraculeusement de la citadelle. Et ce n'était pas tout. Bien que le féroce proconsul de l'Artois, Joseph le Bon, eût fait établir un cordon serré de troupes autour d'Arras pour capturer plus sûrement tous les ennemis de la République, une soixantaine de femmes et d'enfants, 12 prêtres et quelques aristocrates de marque tels que le duc de Chermeuil et le comte de Lavaux étaient parvenus à franchir la zone fatale, et l'on n'avait pas pu remettre la main sur un seul d'entre eux. Pour éviter le renouvellement de faits aussi regrettables, il fallait agir sans tarder. Aussi, les plus fins limiers de la sûreté générale menaient-ils d'actives recherches dans ces trois villes, mais plus spécialement à Paris où les fugitifs avaient pu trouver asile et où surtout leurs sauveteurs devaient se dissimuler et préparer peut-être de nouveaux coups de main. Le député Merlin de Douai, qui nourrissait contre de la Tour une haine particulière, avait tenu à diriger les investigations de la police. Il se rendit à une hôtellerie de la rue de l'Arbre-Sec, où, disait-on, un Anglais avait logé les 3 ou 4 jours précédents l'émeute, et demanda à voir la chambre que cet étranger avait occupée. C'était une pièce sordide et nue comme il s'en trouvait tant dans les quartiers pauvres de Paris. La logeuse, une vieille femme édentée, expliqua que l'étranger ayant payé une semaine d'avance et qu'elle ne s'était pas occupée de lui parce qu'il prenait ses repas au dehors. Elle ignorait même sa nationalité,
C'est vrai qu'il... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.